Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. À l'occasion de la 79e journée de l'armée libanaise, le président Joseph Aoun a lancé un appel au sursaut national depuis le ministère de la Défense. Il a appelé à l'unité nationale autour de l'institution militaire et a exigé le monopole exclusif des armes par l'armée libanaise et le désarmement de tous les groupes armés, y compris le Hezbollah. Refusant toute aventure militaire, il a dénoncé les guerres des autres sur le territoire. Le président a annoncé l'enrôlement de 4 500 nouveaux soldats et une aide attendue d'1 milliard de dollars. Il a aussi dévoilé un projet de cessez-le-feu global en négociation avec retrait israélien, retour des prisonniers et renforcement de l'autorité de l'État. Sur le plan judiciaire, il a promis la fin des tabous et l'indépendance de la justice. Le Parlement s'est réuni en séance législative pour examiner plusieurs projets de loi. Parmi les textes adoptés, un amendement important au Code des loyers pour les locaux non résidentiels, ainsi qu'une loi modifiant les conditions d'attribution des indemnités de direction aux chefs d'établissement public. En revanche, le projet sur la loi de l'exercice de la profession de pharmacien a été renvoyé à la Commission de la Santé pour études approfondies. Le point central de la séance, la réforme du système judiciaire, a été reporté à la session du soir à la demande du Premier ministre. L'objectif, harmoniser le texte proposé par la Commission de l'administration et de la justice avec celui du gouvernement dans un souci d'équilibre et d'efficacité. À l'ordre du jour figure également un projet de réforme du secteur bancaire libanais actuellement en cours d'examen dans un contexte de crise économique persistante. Suspendue depuis 6 ans, la Nuit des musées a illuminé le Liban d'une soirée gratuite dédiée à la culture entre découvertes, patrimoine et hommages artistiques. Après 6 ans d'absence, la Nuit des musées a enfin fait son grand retour. Ce mardi, 29 juillet, les institutions culturelles à travers le Liban ont rouvert leurs portes de nuit, offrant aux visiteurs une plongée gratuite dans le patrimoine, sous l'initiative du ministère de la Culture. Depuis le Musée national de Beyrouth, point de départ officiel de l'événement, des centaines de visiteurs se sont élancés à la découverte des trésors exposés dans 24 musées, répartis entre Beyrouth, Jounieh, Jbel, Tripoli et Saïda. Pour accompagner ce parcours culturel, un service de bus gratuit a été mis en place toutes les 30 minutes, facilitant l'accès aux différents musées de la capitale. Sur la façade du Musée national, la technologie s'est mêlée à la pierre grâce à une projection 3D immersive. Toutes les 30 minutes, un film visuel a transporté les spectateurs à travers le temps et les civilisations. Un hommage en 3D a également été rendu à l'esprit libre de l'artiste Ziad Rahbani, une touche poétique et symbolique qui a marqué la soirée. Cette nuit exceptionnelle a permis de redonner vie à des lieux parfois méconnus ou oubliés, mêlant histoire ancienne, art contemporain, géologie, archéologie et mémoire collective. L'Iran a vivement dénoncé les nouvelles sanctions américaines visant une flotte de plus de 50 navires pétroliers liés à Mohammed Hossein Shamkhani, fils d'un proche du guide suprême Ali Khamenei. Ces sanctions, selon les États-Unis, visent à bloquer un empire naval accusé de financer des activités jugées dangereuses. Téhéran parle d'un acte malveillant de crime contre l'humanité et accuse Washington de terrorisme économique. Ce durcissement intervient dans un contexte diplomatique déjà fragile après les frappes israélo-américaines contre des sites iraniens en juin. Malgré tout, le ministre iranien des Affaires étrangères évoque une fenêtre étroite encore ouverte pour relancer les négociations nucléaires. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, discute en Israël des prochaines étapes de la guerre à Gaza sous une pression internationale inédite d'un nombre croissant de pays promettant de reconnaître un État de Palestine.
Après 22 mois d'une guerre sans répit contre le Hamas, ce territoire sous blocus israélien est désormais menacé d'une famine généralisée selon l'ONU et totalement dépendant de l'aide humanitaire distribuée par camion ou larguée depuis les airs. C'est une vraie famine, beaucoup de gens meurent de faim, s'est même inquiété le président Donald Trump face aux images d'enfants amaigris à Gaza. 22 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines et selon les données de l'ONU et de la NASA, plus de 70% des bâtiments ont été détruits ou endommagés. Le territoire est plongé dans l'obscurité, saturé de gravats et fait face à une crise humanitaire sans précédent. Des montagnes de gravats, des rues méconnaissables, des quartiers entiers rayés de la carte. Gaza, 22 mois après le début du conflit, est une ville brisée. D'après l'ONU, plus de 174 000 bâtiments ont été touchés par les bombardements israéliens. Résultat, 53,5 millions de tonnes de débris, c'est-à-dire 10 fois le poids de la grande pyramide de Khéops, soit 146 kg de gravats par mètre carré, un volume 18 fois supérieur à celui produit par les conflits des 15 dernières années réunis. Parmi ces débris, de l'amiante, des substances toxiques, des restes de structures industrielles, le programme des Nations Unies pour l'environnement alerte, des camps de réfugiés se trouvent à proximité directe de ces zones contaminées. Le système de santé est à l'agonie. Selon l'ONU, seuls 18 hôpitaux sur 36 sont partiellement opérationnels. À l'hôpital Al-Shifa, autrefois le plus grand de Gaza, il ne reste que des murs calcinés et des tombes improvisées. L'éducation, elle aussi, est à terre. Près de 90% des écoles sont endommagées. L'UNICEF recense 501 établissements touchés sur les 564 existants. Et la nuit, c'est le noir absolu. Faute de carburant et d'approvisionnement, la centrale électrique est à l'arrêt. Les données satellites de la NASA montrent que la radiance nocturne à Gaza a été divisée par 7 depuis octobre 2023 et par 16 dans la ville de Gaza même. Dans l'obscurité et la poussière, les habitants tentent de survivre. Mais après 22 mois de guerre, Gaza est un territoire meurtri où la reconstruction semble encore hors de portée. À l'occasion des 50 ans de l'acte final d'Helsinki, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel fort à la communauté internationale. Viser un changement de régime en Russie et confisquer les avoirs russes gelés pour financer la paix. S'exprimant par visioconférence, Zelensky a mis en garde contre la poursuite des ambitions déstabilisatrices de Moscou, même après une éventuelle fin du conflit. Il plaide pour l'asphyxie économique de la machine de guerre russe en coupant ses revenus énergétiques et en démantelant son industrie d'armement. Cette déclaration intervient après une nouvelle attaque meurtrière à Kiev et alors que l'Europe s'interroge sur l'efficacité de ces sanctions. Le président ukrainien appelle à un sursaut. Il est temps d'agir, pas seulement de geler, mais de confisquer les avoirs de la Russie pour servir la paix. Le soutien américain à Israël, longtemps considéré comme un pilier inébranlable de la droite conservatrice, se fissure. Certains élus et figures du mouvement MAGA, proche de Donald Trump, dénoncent désormais la guerre à Gaza. C'est un changement de ton qui fait trembler les certitudes de Washington. Le soutien américain à Israël, longtemps sacré dans les rangs conservateurs, est aujourd'hui remis en question par une partie du mouvement Make America Great Again, proche de Donald Trump. Certains des membres du mouvement, comme Taylor Greene, fidèle parmi les fidèles de Trump, parle sans détour de génocide à Gaza, une première dans le camp républicain. Il demande même de couper 500 millions de dollars d'aide militaire à Israël, une attaque directe contre une alliance historique défendue pourtant avec ferveur par Donald Trump lors de son premier mandat. Le vice-président J.D. Vance va plus loin. Il appelle Israël à laisser entrer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Selon les sondages, la moitié des jeunes républicains de moins de 49 ans ont une opinion négative d'Israël. Pour l'instant, Donald Trump reste sur une ligne floue entre compassion affichée pour Gaza et loyauté envers l'État hébreu. Un puissant séisme de magnitude 8,8 a frappé au large de la péninsule du Kamtchatka dans l'extrême-orient russe. Il s'agit du plus fort tremblement de terre enregistré dans la région depuis 1952. Le séisme a provoqué des alertes au tsunami dans tout le Pacifique.
Des vagues de 3 à 4 mètres ont submergé les côtes russes, notamment dans l'archipel des Kouriles, où l'état d'urgence a été décrété. Au Japon, plus de 2 millions de personnes ont été appelées à évacuer. Un tsunami de 1,30 m a atteint la côte de Miyagi et les autorités maintiennent un niveau d'alerte élevé sur tout le littoral pacifique. En Amérique latine, des évacuations ont été ordonnées au Chili, en Équateur, au Pérou et au Mexique. Les îles Galapagos ont fermé leurs parcs et déplacé leur population vers les hauteurs. Les États-Unis ont également lancé des alertes à Hawaï, en Californie et en Alaska. Malgré l'ampleur du séisme, les dégâts humains restent pour l'instant limités, mais la vigilance reste de mise face aux répliques attendues. À Birmingham, berceau du heavy metal, une foule en deuil a rendu un ultime hommage à Ozzy Osbourne, icône planétaire et enfant du pays. Le prince des ténèbres, décédé à l'âge de 76 ans, a fait ses adieux à sa ville natale sous les applaudissements de milliers de fans venus du monde entier. Ils étaient plusieurs milliers, massés sur Broad Street à Birmingham pour dire adieu à l'une des légendes les plus sulfureuses de l'histoire du rock, Ozzy Osbourne, fondateur de Black Sabbath et père spirituel du heavy metal, a fait ses derniers tours de scène, cette fois porté par les siens. La procession, solennelle et chargée d'émotion, a traversé les lieux emblématiques de la ville. Sur le Black Sabbath Bridge, devenu lieu de pèlerinage, les fleurs, les bougies et les messages d'adieu se sont accumulés depuis l'annonce de sa mort. Ozzy, c'était bien plus que la musique. C'était une voix, un style, une attitude. C'était aussi une icône télévisuelle, parfois controversée, mais toujours authentique. Une fan dit émue, « Ozzy, c'est toute ma jeunesse. C'est un frère pour nous tous, même si on ne l'a jamais vraiment connu. » La cérémonie, retransmise en direct sur Internet, a permis à des millions de fans de suivre ce dernier voyage. Dans l'intimité, la star est inhumée, en présence d'amis proches comme Elton John et des membres de Metallica. Et nous terminons sur cette note. À l'occasion du 325e anniversaire de sa fondation, la congrégation maronite antonine a célébré son jubilé sous le signe de l'espérance, avec un récital spirituel intitulé « Lumière inextinguible » donné dans l'église Saint-Élie d'Antélias. Un événement grandiose mêlant musique sacrée, mémoire historique et prière vivante. Dans l'église Saint-Élie, au riche héritage musical, la congrégation maronite antonine a marqué ses 325 ans par un récital sacré exceptionnel. Sous le thème « Heureux dans l'espérance », inspiré de la lettre de saint Paul aux Romains, l'ordre a rendu grâce pour des siècles de mission et de fidélité. Durant 1h30, les chœurs de l'université antonine et de l'université Notre-Dame de Loisé ont entonné des psaumes et cantiques en arabe et en syriaque, composés et arrangés par des pères antonins. Le tout dirigé par le père Maestro Toufik Matouk et accompagné par les 65 musiciens de l'orchestre symphonique de la radio roumaine. 3 solistes de renom ont sublimé le concert, Rada Shber, Grace Mdawar et César Naas, apportant émotion, tradition et profondeur spirituelle. L'acteur Rifat Torbey a incarné l'histoire de la congrégation à travers un monologue dramatique entrecoupé de 8 scènes visuelles de haute qualité, retraçant les grandes étapes du parcours antonin. Le supérieur général, l'abbé Joseph Pourad, a affirmé « Ce que nous avons vécu ce soir est une expression vivante de l'âme antonine, entre mémoire, musique et mystique. L'événement, rehaussé par la présence du nonce apostolique, de l'ambassadeur de Roumanie et de nombreuses personnalités religieuses, politiques et culturelles, s'inscrit dans une série de célébrations du jubilé qui s'étendront jusqu'à janvier 2026. À travers ce récital spirituel, les Antonins ont fait revivre 3 siècles de prière, de lutte et d'espérance, une lumière qui, depuis 325 ans, ne cesse d'illuminer le chemin de milliers de croyants. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.